Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Lionel Paradisi Koulouma et je suis le conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en Argentine, directeur de l'Institut français d'Argentine, institut dans lequel j'ai le plaisir de travailler aux côtés de Caroline et de Louis, en étroite liaison également avec Carole qui va demain prendre ses fonctions à l'Alliance française de Buenos Aires. Quelques salutations pour démarrer, et particulièrement donc à l'attention de Madame Florencia Lagarde, qui nous accompagne au nom de l'Instituto Nacional de Formación Docente de l'INFOD, qui est référente de coopération internationale. Vraiment un grand merci à Florencia pour sa présence ce soir parmi nous et pour un accompagnement permanent et le soutien que l'INFOD apporte à l'Institut français d'Argentine. Carole, vraiment un plaisir de se retrouver dans cette configuration. Félicitations pour ton poste comme nouvelle directrice pédagogique de l'Alliance française de Buenos Aires, et donc avec une présence parmi nous en anticipation du début de tes fonctions. Donc, une fois de plus, la preuve d'une implication très forte et d'une motivation très forte. Merci beaucoup, Carole, pour être avec nous. Je voudrais remercier également les trois enseignants formateurs qui sont invités. Madame Roxana Polite, Monsieur Ian Machuca, Monsieur Diego Chotro. C'est vraiment très généreux à vous de partager votre expertise avec nous ce soir. Je voulais vous remercier pour tout le travail qui a été fait en amont de ce webinaire pour permettre que justement cette rencontre ait lieu. Et merci à toutes et tous vraiment de votre présence ce soir et de prendre le temps. Moi, à titre personnel et professionnel, je suis vraiment ravi d'avoir ce moment d'échange ce soir qui permet de parler d'un projet qui nous est vraiment cher à l'Institut français d'Argentine. Il nous est cher et en plus, il est devenu un axe de travail absolument prioritaire. C'est un thème qui touche à la coopération entre l'Argentine et la francophonie autour de ce qu'on appelle l'internationalisation des systèmes éducatifs de nos pays respectifs. Et quand on parle d'internationalisation des systèmes éducatifs, qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, on entend l'internationalisation des structures éducatives. Ce sont les universités, les instituts de formation, les collèges et les lycées, ce sont les écoles. Mais on parle aussi, et c'est tout aussi important, de l'internationalisation des personnes, des individus, et précisément de l'internationalisation du profil des élèves et des étudiants, tout à fait central. Ce qui est tout aussi central aussi, c'est cette internationalisation du profil des enseignants, toutes disciplines confondues. Donc vous voyez, quand on parle internationalisation des systèmes éducatifs, on raisonne large et on s'adresse en effet à des institutions et à des personnes, qui est tout aussi essentiel quand on est, comme nous le sommes tous et tous, dans des actions de coopération à l'international. C'est donc très vaste et c'est vraiment un immense chantier. Et quand on aborde un chantier de cette ampleur, il vaut mieux partir armé de convictions. C'est ce qu'on essaye de faire et ça tombe très bien puisque on part en fait de deux très grandes convictions. La première, c'est que l'internationalisation doit être pour tous un chemin pour parvenir à une démocratisation des opportunités dans un accès de tous aux langues vivantes, une conviction forte que nous avons. Et la seconde conviction, c'est que la pièce maîtresse de tout processus de changement dans les rouages des systèmes éducatifs, c'est la formation des enseignants. C'est pour cela qu'en fait, nous articulons de nombreux programmes et de nombreuses actions qui ont pour ambition de répondre à cet objectif. Et je vous en donne quelques exemples assez illustratifs et que vous connaissez peut-être déjà. Au titre de ces exemples, il y a des actions que nous faisons pour les étudiants, et donc notamment le programme d'assistant de langue, qui repose sur un schéma de mobilité sortante et de mobilité entrante, où les futurs professeurs de français ont des places réservées en exclusivité, ainsi que des aides spéciales. Illustration également pour les enseignants. Et là, c'est à travers le programme de bourse de master à distance qui permettent d'offrir une opportunité de spécialisation
dans une université française. Mais c'est aussi à l'attention des établissements. Là, je voudrais mentionner le label France Éducation, qui met en valeur la dimension internationale des établissements, avec une offre à la fois renforcée et articulée du français. Ces actions et propositions sont accompagnées par des échanges institutionnels au plus haut niveau, avec les autorités éducatives, nationales comme provinciales. En effet, nous souhaitons impulser la reconnaissance de ces dispositifs avec les autorités argentines, notamment pour faire valoir ces dispositifs qui impliquent un renforcement du profil professionnel des professeurs. J'ai en tête en particulier les masters dont les titulaires mériteraient de se voir accorder du puntaje, mais je pense aussi au DELF-DALF, et ceci concerne non seulement le FLE, mais l'ensemble de la communauté enseignante. Quand on prend tout ça en perspective, on sait qu'un système éducatif internationalisé repose sur des professeurs de toutes les disciplines compétentes en langue vivante. Et donc, nous travaillons pour encourager cette piste et pour faire valoir la place du DELF et du DALF comme des certifications de prestige pour l'accréditation de ces compétences. Le webinaire qui nous réunit ce soir a pour objectif de mener une réflexion avec vous autour de l'intérêt pour un enseignant ou un futur enseignant de français de s'intéresser et de vivre de l'intérieur les diplômes du DELF-DALF. Je crois comprendre que Diego et Roxana vont nous présenter des pistes d'action et des passerelles qui existent avec la formation des enseignants en Argentine. Ce webinaire vient également couronner tout un ensemble d'actions, un menu d'actions que nous avons proposé en 2021, et parmi lesquelles je voudrais mentionner notamment le cycle de webinaires DELF-DALF avec les maisons d'édition FLE, dont la dernière rencontre est prévue demain, le vendredi 1er octobre, à 10 h. On prend date d'ores et déjà, on est actif et le soir et le matin. Et je voudrais mentionner aussi le programme d'aide pour la certification DELF qui est destiné aux futurs professeurs et également à leurs enseignants formateurs. Nous avons en effet parmi nous ce soir plusieurs boursiers qui sont des étudiants avancés, qui sont aussi des enseignants formateurs de ce programme qui va permettre à 21 étudiants et 6 professeurs qui viennent de 9 provinces, de 13 universités et instituts de formation d'enseignants de français. C'est un panorama tout à fait important. On a conscience que pour vous, qui êtes des professionnels de la langue française, la passation d'un examen constitue un vrai défi à relever. Je souhaite vraiment vous féliciter de tout cœur pour cette démarche que nous souhaitons accompagner, que nous souhaitons valoriser. Vraiment, vous remercions à nouveau pour votre temps et votre écoute. Je remercie à nouveau mon équipe et tous les partenaires pour le montage, l'organisation, le déroulement de ce webinaire que je juge en effet central dans le cadre de nos actions de coopération. Je vous remercie à nouveau et j'ai le plaisir de passer la parole maintenant à Madame Florencia Lagarde, qui est la responsable de la coopération internationale au sein de l'Instituto Nacional de Formación Docentes du Ministerio de l'Educación de la Nation. Merci beaucoup à toutes et à tous et excellents échanges. Merci Lionel, bonjour à tous. Yo voy a hablar en español porque me siento más cómoda haciéndolo, pero de todos modos valoro mucho este espacio de trabajo. En primer lugar, quisiera agradecer una vez más a Lionel, al Instituto y a todo su equipo, también a través especialmente de Carolina y de Luis, que nos dan esta posibilidad de sumarnos al diálogo, sumarnos al trabajo y volver a pensar respecto de la internacionalización tan necesaria en nuestros institutos superiores. Y también quisiera saludar especialmente a todos los actores de la educación superior, de los institutos superiores de nuestro país que están aquí presentes, por supuesto a Diego, a Roxana, quienes me han presentado hace unos minutos, pero a través suyo también a todos los formadores de formadores y futuros docentes de francés, que por supuesto enriquecen y son el verdadero sentido de este espacio. En particular,
Estoy aquí representando al Instituto Nacional de Formación Docente, que todos y todas ustedes conocen, cuya función principal tiene que ver con promover y coordinar las políticas de formación inicial y continua docente en nuestro país. Las instituciones formadoras de nuestro país son muchísimas, son más de 1.200, y acompañan la tarea pedagógica crucial que tienen nuestros docentes en todos los niveles obligatorios. Pero más allá de la función específica, de la función formal, aquella que está determinada por nuestra Ley de Educación Nacional, lo cierto es que también dentro de nuestros propósitos tenemos como objetivo apoyar la cooperación internacional y la internacionalización. Y en ese sentido, bueno, hay un área de cooperación internacional del cual yo soy responsable, efectivamente, que yo coordino, que justamente a través de socios, interlocutores, otros organismos gubernamentales, instituciones formadoras de otros países y también foros regionales y multilaterales, conocen nuevas prácticas y nuevas experiencias para acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en nuestro país. Lo cierto es que la internacionalización, que es una palabra que utilizaremos hoy y entiendo en otros espacios de diálogo que están compartiendo en estos días, puede ser entendida de muchas maneras distintas, ¿no? Y en este espacio en particular, la propuesta que yo les quiero hacer desde el INFOD, desde nuestro instituto, es que la internacionalización no sea pensada como un fin en sí mismo, ni sea pensada como una herramienta neutral, sino como un instrumento de política que acompaña los procesos formativos, que de algún modo orienta y expresa esos objetivos que nosotros tenemos en nuestra Ley de Educación Nacional, en nuestras instituciones formadoras, nuestros propósitos asociados al desarrollo profesional docente, que sabemos es para toda la vida, ¿no? Somos docentes y somos estudiantes, y en ese doble rol es que nos situamos. Y en esta época en particular, en la que hay nuevos desafíos en la escena pedagógica, en la que el desarrollo profesional docente se vuelve a poner como un desafío crucial para nuestros futuros profesionales, es que este tipo de propuestas contribuye decisivamente a la formación continua y a la formación docente en nuestro país. En ese sentido, el Instituto Nacional de Formación Docente se propone acompañar propuestas formativas virtuales y presenciales, gestadas desde las propias instituciones formadoras, desde las jurisdicciones, y también impulsadas no solo por el Ministerio de Educación de la Nación, sino también por instituciones como el Instituto Francés, que de algún modo acompañan ese desarrollo profesional continuo y nos proponen, en este caso en particular, en el día de hoy, conversar sobre una instancia donde la excusa es el examen, por supuesto, el instrumento de evaluación, pero además de ser un instrumento de evaluación, es también un instrumento formativo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, aquí estoy no solo para acompañar, para apoyar en nombre del INFOD esta propuesta, esta iniciativa, sino también para aprender de ese tesón, de esa voluntad de trabajo incansable que tienen desde la embajada para apoyar estos procesos de internacionalización que nuestros institutos superiores tienen menor tradición que en otras instituciones educativas como las universidades, pero son tan necesarias y tan valiosas como para el resto, ¿no?, del sistema educativo. Así que simplemente saludarlos, contarles que nuestro trabajo, por supuesto, que hoy se hace presente, pero excede por mucho. Allí si siguen en nuestras redes, vieron que ahora en esta época las instituciones comunicamos a través de redes, así que si siguen a través del Instagram o del Facebook o de la propia página institucional del INFOD, verán que muy pronto vamos a estar contando nuevas iniciativas que nos reúnen a la embajada, al IFA y también, por supuesto, al INFOD. Y entre ellas me tomo el atrevimiento de un poco de contarles la primicia para aquellos espectadores y espectadoras, para quienes estamos hoy compartiendo el diálogo, un poco sugerida por Caroline, que me permitió que les cuente, que bueno, muy pronto vamos a tener un ciclo de seminarios, un breve ciclo de seminarios que van a tener lugar los días 25 de octubre y 25 de noviembre. Los estamos lanzando desde el Instituto Nacional de Formación Docente, por supuesto, trabajando en conjunto con el IFA, y vamos a tener la presencia de un especialista que me comentan, Caroline, que es muy leído y muy famoso, ¿no es cierto?, una celebridad
allí en los espacios de formación inicial y continua en lo que tiene que ver con la enseñanza del francés como lengua extranjera, ¿no? Que es Christian Plougen. Él es profesor emérito de la Universidad de Saint-Étienne y va a estar acompañándonos en este ciclo que van a tener lugar justamente jueves 25 de octubre y 25 de noviembre a las 11 de la mañana, para también atender, por supuesto, los usos horarios y las necesidades. Bueno, nos va a contar, por supuesto, de su propuesta vinculada a la didáctica y a temas generales, pero también a un tema que, bueno, en esta época en la que se habla tanto de los sistemas educativos multimodales, híbridos, ¿no es cierto?, combinados, donde los docentes y las docentes nos encontramos frente al desafío y la oportunidad de combinar virtualidad y presencialidad. Bueno, vamos a conversar sobre la innovación tecnológica, la innovación didáctica y el cambio sostenible en las aulas, y sobre la enseñanza híbrida y la pedagogía de proyectos. Así que, por supuesto, ustedes son los primeros invitados, pero no se limita al público a ustedes, al contrario, ojalá sus estudiantes, sus compañeros y compañeras, sus pares y sus colegas puedan acompañarnos, y pronto estarán las placas de invitación y los links de difusión para que puedan inscribirse. Por supuesto, quedan cordialmente invitados y yo me quedo aquí conectada para aprender de ustedes como les prometí. Muchísimas gracias por la invitación, Lionel, Caroline, Luis, y por supuesto a disposición. Muchísimas gracias, Florencia, por estas palabras, por compartir con nosotros la visión del INFODE con respecto a la internacionalización, por apoyar nuestras iniciativas y, bueno, muchas gracias por tu presencia. Bueno, ahora voy a dar la palabra a Carole Sánchez Albarracín, qui est la nouvelle directrice pédagogique de l'Alliance française de Buenos Aires. Carole, on t'écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, vous m'entendez bien? Bien. Alors, je salue tous mes collègues de l'IFA, et en particulier Lionel, Caroline, et je vous remercie de m'avoir invitée, un petit peu en anticipation, comme a dit Lionel, dans la mesure où je prends officiellement mon poste demain. Je suis ravie néanmoins d'être parmi vous. Je salue également mes collègues de langue, mes collègues enseignants, parce que je suis moi-même enseignante. J'ai côtoyé l'enseignement des langues et ses nombreuses problématiques, les problématiques interculturelles et les relations internationales pendant de longues années, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et je suis ravie de me retrouver maintenant à l'Alliance française de Buenos Aires. J'ai côtoyé aussi pendant cette carrière toutes les certifications internationales dans diverses langues, en particulier en français langue étrangère, puisqu'elles concernent essentiellement toutes nos thématiques d'internationalisation, d'accueil des étudiants et d'envoi avec d'autres certifications de nos étudiants à l'étranger à l'époque où j'étais en France. Donc, l'Alliance française, pour vous présenter très, très rapidement, l'Alliance française en Argentine, c'est une maison déjà ancienne, déjà bien ancrée dans le territoire, autour de ces 53 alliances, dont un peu plus d'une trentaine sont centres de certification, centres d'examen. L'Alliance française, c'est le seul opérateur en Argentine habilité à faire passer les certifications qui nous réunissent aujourd'hui, le DELF et le DALF. Donc, on est absolument, nous, convaincus à l'Alliance française que ces certifications sont essentielles. Ces certifications font vraiment partie de l'ADN de la maison, et on les pense, bien sûr, dans un dialogue fécond avec nos interlocuteurs du monde de la francophonie, avec tous les acteurs du monde de la francophonie, avec nos interlocuteurs argentins, et je salue ici notre collègue de l'Infod. Il est évident qu'on est dans un dialogue interculturel sur ces thématiques aussi. L'utilité du DELF et du DALF, faut-il s'en convaincre?
C'est un outil d'internationalisation, comme l'a si bien souligné Lionel, mais je pense que c'est un outil pédagogique, oula, j'ai peur qu'il y ait des interférences, c'est un outil aussi pédagogique pour nous, enseignants, qui nous permet d'interroger au quotidien nos pratiques, qui nous permet de faire ce retour sur le quotidien de la salle de classe et qui est un enrichissement, qui est une prolongation de notre travail. On l'envisage dans cette articulation, pardon, c'est une évidence. Hein. Que vous dire de plus? Oui, c'est une valeur ajoutée. C'est une valeur ajoutée pour nous enseignants, pour nos élèves, pour nos apprenants. C'est une valeur ajoutée pour notre institution. C'est une façon d'asseoir encore plus le prestige. Pour nos enseignants, c'est une façon d'entrer dans une communauté. La communauté d'ELF est une communauté du FLE, à l'intérieur de la grande communauté du FLE. Donc, on est vraiment ravis d'élargir cette communauté et d'accueillir encore plus d'enseignants. Je pense que c'est un outil incontournable pour nous et pour vous. Donc, merci à tous les enseignants qui s'engagent pour le DELF et le DALF, à tous les enseignants qui s'engagent pour passer cet examen, pour passer les habilitations, pour ensuite pouvoir faire passer ces examens à nos apprenants. Voilà, merci et bonne séance. Je suis ravie de faire partie de ce débat. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Carole, pour ces mots. Donc, c'est moi qui vais un peu clôturer cette introduction contextuelle et institutionnelle. Donc, déjà, bonsoir à tout le monde. Je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Donc, bien évidemment, je souhaiterais remercier très sincèrement Florencia pour sa présence. Alors déjà parce que nous sommes en dehors des heures de travail, hein, pour Carole c'est la même chose et pour tout le monde, mais surtout parce qu'il était important pour nous que l'Institut en charge de la politique de formation initiale et continue des enseignants d'Argentine puisse prendre la parole ce soir et soutenir les initiatives impulsées par l'Institut français d'Argentine et des initiatives qui sont déployées en faveur de l'internationalisation du profil des enseignants argentins. Donc, encore une fois, Florencia, muchas gracias. Remercier bien évidemment Carole, avec qui nous allons travailler conjointement et étroitement sur toutes les questions qui concernent le DELF. Et finalement, remercier nos trois intervenants, Roxana, Diego et Yann, d'avoir accepté d'organiser généreusement, de manière bénévole, je tiens à insister là-dessus, donc d'organiser avec nous cette rencontre. Alors ce soir, avant de vous parler de DELF à proprement parler, j'aimerais vous présenter de manière très synthétique quelles sont nos ambitions à l'Institut pour la langue française en Argentine. Alors comme l'a mentionné Lionel, donc notre directeur à l'Institut, l'accompagnement de l'internationalisation du système éducatif argentin constitue notre axe de travail prioritaire. Donc, ce processus d'internationalisation, comme il l'indiquait, se fait à plusieurs niveaux. Donc, au niveau des institutions, donc à un niveau plutôt macro, mais aussi au niveau de la communauté appartenant à ces institutions. Équipe directive, enseignants, apprenants, mais aussi les familles. Et toutes les actions que nous mettons en place et que Lionel a déjà évoquées, programme d'assistants, master à distance, bourse de formation en France, promotion du DELF, et toutes ces actions constituent des outils permettant de déployer notre stratégie d'internationalisation. Donc en réalité, nous avons une vision intégrale et toutes ces actions sont pensées pour brasser l'ensemble des acteurs de la communauté éducative et l'ensemble des niveaux du système éducatif, de la primaire à l'université, en passant par le secondaire et la formation des enseignants également. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous travaillons avec les écoles primaires, secondaires, d'enseignement technique, avec les universités et les instituts de formation des enseignants. L'un des objectifs, in fine, est de donner l'opportunité au plus grand nombre
d'avoir accès à l'apprentissage de la langue française et l'opportunité d'avoir une ouverture, une expérience à l'international. Et c'est dans ce cadre général que s'insèrent toutes nos actions de promotion et de diffusion de la certification internationale en langue française, qui a été cette année accompagnée d'un vaste programme d'appui avec des bourses pour des étudiants et des enseignants des filières de professeurs de français, mais pas uniquement, également pour les élèves et les enseignants des établissements publics et aussi des établissements label France Éducation. Comme le disait aussi Carole, nous sommes convaincus, comme l'a dit aussi Florencia, que le DELDALF est un outil d'internationalisation. Et nous souhaitons, depuis l'Institut, le mettre à profit pour accompagner également l'internationalisation du profil des enseignants de français en particulier. Donc, le programme d'aide à la certification internationale DELDALF ciblait cette année les étudiants avancés, mais également les enseignants formateurs, car nous considérons qu'ils ont une grande responsabilité dans la formation des futures générations d'enseignants de français. Mais en réalité, notre stratégie est de penser une politique de promotion du DELDALF également pour l'ensemble des enseignants d'Argentine, qu'ils exercent en Alliance française, dans des établissements scolaires, du primaire, du secondaire, dans des universités. Et pour être tout à fait transparente avec vous, et pour parler à bâton rompu, lorsque nous avons conceptualisé, pensé le programme de bourse DELDALF pour les enseignants formateurs et les étudiants, nous savions, en tout cas nous avions anticipé, que l'initiative pouvait être perçue avec une certaine perplexité, peut-être avec réticence, voire incompréhension. En effet, pourquoi un enseignant ou futur enseignant spécialiste de la langue française, formé et diplômé de l'enseignement supérieur argentin pour enseigner la langue française, titulaire même parfois d'un master, d'un doctorat dans une université française, pourquoi un enseignant aurait un intérêt à passer le DELDALF? Et donc, non seulement nous considérons que le DELDALF est un outil d'internationalisation, comme on vous l'a dit donc à plusieurs reprises, mais il s'agit également d'un outil permettant de s'interroger, de mener une réflexion autour de l'évaluation en langue française aujourd'hui. Le DELDALF est sans doute le diplôme en langue française le plus connu au niveau international, et il nous semble qu'en tant qu'acteur de la promotion et de la diffusion de la langue française, il est fondamental d'en connaître le fonctionnement, les rouages, les faiblesses, mais aussi les atouts, et de pouvoir vivre de l'intérieur la passation de ces diplômes pour mieux préparer ses apprenants et pour mieux en comprendre les enjeux. Donc, nous avons conscience que le DELDALF n'est pas parfait. Les épreuves, les contenus peuvent être contestables, discutables, critiquables, et c'est précisément cette posture réflexive que l'Institut français, aux côtés de l'INFOD et de l'Alliance française, souhaite également susciter. Par contre, ce qui est indéniable, c'est qu'il s'agit de diplômes de qualité, reconnus à l'international, et qui apportent une vraie plus-value au profil de tout enseignant. Donc, depuis l'Institut français, nous considérons le DELDALF comme un complément de la formation proposée dans les filières de formation de professeurs de français, et nous considérons que c'est une valeur ajoutée sur votre CV, sur votre profil. Donc, lorsque nous avons pensé à vous proposer la rencontre de ce soir, nous avions des objectifs à l'esprit. Premièrement, nous voulions vous présenter notre stratégie générale et notre volonté d'exploiter le DELDALF comme un outil d'internationalisation du profil des enseignants. Ensuite, on voulait également mener une réflexion autour de ces certifications et briser les représentations qui gravitent autour du DELDALF et qui parfois les réduisent uniquement à l'évaluation de la maîtrise de la langue française. Et nous considérons que le DELDALF est bien plus que cela. On le verra tout à l'heure. Et finalement, vous démontrer qu'il y a des passerelles, des liens très concrets qui existent entre le DELDALF et le curriculum de la formation des enseignants de français en Argentine. Alors pour cela, nous avons considéré que donner la parole ce soir à des enseignants formateurs serait plus pertinent, plus éloquent. Donc je ne serai pas plus longue et pour commencer, donc, je céderai la parole à Jan Machuca, qui est enseignant formateur de Prácticas del Lenguaje 1 y 4 al Instituto de Enseñanza Superior Juan Ramón Fernández en la ciudad de Buenos Aires. Et Jan a candidaté au programme DELDALF cette année
Et il a obtenu une bourse pour présenter le DALF C2 à l'Alliance française de Buenos Aires. Alors, bonsoir Yann, merci pour ta présence ce soir. Pour commencer, j'aimerais te poser 2 questions qui finalement se combinent. Donc, je comprends que tu as toujours été dans une dynamique d'évaluation de tes compétences en langue française. Tu as presque passé tous les niveaux du DELF et du DALF. Pourrais-tu nous expliquer pourquoi? Et en tant qu'enseignant formateur au sein d'une filière de formation de professeurs, pourrais-tu nous exposer quelles sont les raisons qui t'ont poussé à vouloir passer le DALF C2? Yann, la parole est à toi. D'abord, bonsoir à tous et à toutes. Comment commencer? D'abord, trop de responsabilités. Il y a les mots professeur de práctica de lenguaje uno y cuatro, c'est déjà trop. Donc, il me faut bien parler, il me faut bien articuler. Et maintenant, j'ai peur, mais voilà, je suis là. Donc, d'abord, pourquoi j'ai passé tous les DELF? Parce que j'ai passé le DELF A1, A2, B1, B2 quand j'étais adolescent, quand j'étais étudiant à l'école secondaire. Et bien parce que j'étais boursier dans mon école et on me donnait la chance de pouvoir passer l'examen sans les payer. Et aussi, j'avais la chance de pouvoir me préparer avec des cours particuliers gratuits qui donnaient l'école. Donc, voilà, c'était l'une disons, de mes premiers objectifs, c'était de pouvoir, bon, je ne veux pas répéter les mots, mais internationaliser, mais savoir mes acquis en langue française et voilà, pouvoir le démontrer via un curriculum vitae et pouvoir dire, voilà, je sais faire ceci et cela en français, notamment au niveau B2, savoir argumenter, pouvoir bien construire un discours, savoir organiser, voilà, disons, plus ou moins, c'est cela. Et quel est mon intérêt de pouvoir passer le DALF C2 en tant qu'enseignant? Disons, je suis déjà diplômé, j'ai déjà obtenu le diplôme de prof de niveau supérieur. Donc, à quoi bon passer le DALF? On pourrait se demander. Eh bien, dans la plupart des universités françaises ou francophones, qu'on a déjà mentionné, la bourse des universités francophones pour les profs pour devenir master de FLE, de langue française, eh bien, on demande l'un des prérequis, c'est de posséder déjà, d'être titulaire dans DALF C1. Et même si peut-être les compétences sont là, disons, même si j'ai les compétences peut-être, ou je crois les posséder, je ne sais pas encore, ce seront les profs du DALF qui vont me dire si je les ai ou pas, mais je me suis dit pourquoi pas le passer et me démontrer, et démontrer aussi que je suis capable de suivre une formation au niveau supérieur. Donc, c'est à peu près, c'est un peu là. C'est ça. Et après, je trouve, Caroline, tu as le micro coupé. Pardon, je pensais qu'il était actif. Merci beaucoup, Yann, pour ce témoignage. Et finalement, que t'a apporté le DELDAL dans ton parcours professionnel, dans tes pratiques de classe peut-être aussi et personnellement? Bon, c'est vrai que pas mal d'étudiants aussi doivent préparer un DALF C1 ou un DELF B2 pour pouvoir aussi, eux, s'inscrire à des universités. Donc, ils veulent le passer. Et c'est vrai que, disons, c'est super d'avoir l'expérience déjà en tant que candidat dans DALF, de savoir déjà comment se déroule l'examen, donc, quelles sont les étapes à suivre, savoir plus ou moins les objectifs de chaque partie, donc, pour pouvoir bien les mener vers la voie de la réussite de l'examen, disons. Donc oui, c'est vrai, ça m'a aidé à savoir, l'expérience d'avoir passé l'examen, ça m'a aidé à pouvoir enseigner, disons, à apprendre aux autres comment le passer et à bien savoir quels sont les savoir-faire en français qu'ils doivent déjà posséder pour pouvoir réussir l'examen. Très bien. Et alors, moi, je pose des questions, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat aussi, ou à faire des remarques, des commentaires, des suggestions au partage, au témoignage de Yann. Là, j'ai une dernière question qui me vient à l'esprit. Si tu devais présenter le DELDALF, comment définirais-tu ces diplômes? Donc,
Comment définirais-je le diplôme? Bah, je le définirais comme justement une certification qui permet de dire justement, de marquer quel est le niveau en langue française, tantôt dans la maîtrise de la langue et tantôt dans les compétences et les savoir-faire en français. Donc, c'est ça. Donc, c'est un outil qui permet de mesurer, disons, à quel niveau nous en sommes par rapport à la langue. Merci beaucoup, Yann. Je ne sais pas si les participants, les collègues ont des questions, des remarques, veulent rebondir sur le témoignage de Yann. S'il vous plaît, non. Je ne vois pas de main levée. Hein. De toute façon, Yann nous accompagne jusqu'au bout, donc on continuera. Oui. Très bien. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je voulais dire un mot. Je voulais dire un mot. Et parce que je cliquais mal et alors vous ne m'entendiez pas. Mais on voit bien en écoutant Yann que ce que cette formation lui a laissé, n'est-ce pas? Parce que quand il dit j'ai vu que je sais faire ceci, je sais faire cela, ça c'est une caractéristique très particulière du DELF au commencement. C'était parce que moi j'ai commencé à travailler cela dans les années, je crois que c'était la fin des années 80 que le DELF est arrivé en Argentine, n'est-ce pas? Et alors, 93. Ah, c'était plus de 90. Mais cette expérience, disons, non seulement je sais, mais je sais ce que je sais. Et à quel niveau je le sais. Ça, je crois que ça, c'est une caractéristique du DELF, n'est-ce pas? Et, qui conduit à cette évaluation qui est non seulement évaluation, mais auto-évaluation et réflexion sur sa propre expérience. Alors, je suis très contente d'écouter ça parce que ça, c'est très important. Et cette internationalisation, ce n'est pas seulement pour dire je connais la langue, etc., mais cela me permet aussi l'accès à des carrières professionnelles dans d'autres disciplines. C'est cela qui est très important. Parce que parfois, il y a des étudiants avancés universitaires qui disent « Ah, moi, je sais, je connais la langue, etc. » et ils ne peuvent pas continuer une formation dans une université française parce qu'ils savent, entre guillemets. Mais le DELF permet cette autoconnaissance de son niveau, n'est-ce pas? Merci beaucoup, merci, Maria Cristina. Merci beaucoup. Diego, tu veux intervenir ou on passe à la deuxième partie? Alors, parce que non, et c'est pour une question de temps quand même, c'est-à-dire les minutes s'écoulent à une vitesse incroyable parce qu'il y a des questions quand même très intéressantes. Et moi, je crois que c'est le moment de la présentation de Roti et puis après la mienne. Et puis après, on va vous laisser quelques minutes, c'est-à-dire 15 minutes, etc. Il va y avoir un échange parce qu'il y a une question qui rentre, disons, alors dans mes compétences, justement, la différence, il y a quelqu'un qui a posé la question, quelle est la différence entre le C1 et le C2? C'est ce que j'ai préparé. Voilà pourquoi que, donc, je trouve très important qu'il y ait 15 minutes, disons, pour un échange entre nous. Et n'ayez pas peur, alors posez des questions parce que, et bon, lors de nos interventions, vous allez écouter attentivement le côté curriculaire des professeurs et moi, le côté pratique. D'accord? Très bien. Merci, Diego. On se rappelle à l'ordre, tu es le maître du temps. Non, excuse-moi. Non, mais ne t'en fais pas. Non, toi, tu es la tête, quoi. Donc, effectivement, on va passer à la deuxième partie, finalement, de cette rencontre avec les interventions de Diego et de Roxana. Donc, simplement, avant de vous passer la parole, simplement dire que Diego donc, est professeur de français à la langue française de Buenos Aires, directeur du centre à Belgrano, mais également formateur de formateurs et habilitateur des examinateurs correcteurs du DELF et du DALF. Il est aussi vice-président de l'association de professeurs de français de la ville de Buenos Aires, ADFRAC.
Et Roxana Polit est également professeure de français et elle est chef du département du professorado de francés Almiranta Guillermo Brown, qui est situé dans la province de Santa Fe. Elle est assistante pédagogique également à l'Alliance française de Santa Fe. Donc, Diego, Roxana, la parole est à vous. Je crois qu'on commence avec Roxana et voilà, on passe à la deuxième partie. Merci Caroline. Et bonsoir à toutes et à tous. Voilà, et merci de m'inviter à participer à ce webinaire qui en réalité, pour moi aussi, ça a été un défi et ça m'a apporté à une réflexion aussi par rapport à cette intervention sur la passerelle dont tu as parlé, Caroline, entre la formation des professorados et la formation d'ELF-DALF. Et voilà, et justement pour cela faire, je vais commencer ma présentation. Donc, à partir, voilà. Voilà. Je crois que, voilà. Ok, je crois que, voilà, j'arrive. Ça va? Vous m'entendez? Vous voyez bien? Oui. Parfaitement, Roxana. Oui. Merci. Merci. Voilà. Donc, très bien. OK, bien. Donc, à partir justement de cette question que Caroline m'a posée, le DELF et le DALF pour les enseignants de français, quelle articulation avec la formation des formateurs, c'est-à-dire comment pouvoir faire les ponts entre la formation des professeurs et cette formation spécifique, on peut dire, en langue française, il s'agit des DELF et des DALF. Et donc, à partir de cette question, moi, je réfléchis, je dois dire que je fais une petite recherche et j'ai pensé comment entamer cette présentation, justement, cette discussion qui parfois entraîne la formation initiale, que c'est la formation des professeurs. Et je dis formation initiale, je vais définir un petit peu parce que, c'est-à-dire, quand on commence le professorat de français, soit à l'université, soit dans un institut de formation, on a un statut d'étudiant, n'est-ce pas? Et donc, on va suivre une formation pendant 4 années, 5 années. Et normalement, cette formation va découler à un diplôme, évidemment. Et donc, moi, j'ai fait le lien entre la formation initiale et la formation DELF-DALF. Et c'est pour cela que j'ai mis l'addition. Et vous allez voir pourquoi, en réalité, j'ai fait ça. Parce que ça me touche et me concerne particulièrement aussi. Moi, je suis professeur et moi, je fais aussi un DALF. Et donc, et après, si vous voulez, je vous expliquerai pourquoi. Alors, la première réflexion à partir, disons, de cette sorte de si vous voulez, d'enchaînement que j'ai commencé à tisser, pour ainsi dire. La formation académique initiale, c'est-à-dire le diplôme professeur de français en Argentine. Et moi, j'ai cherché, j'ai lu pas mal de programmes, le diseño curriculaire du ministère de l'Éducation argentine. Et alors, la plupart, je dis, si vous voulez, les programmes des différentes provinces que j'ai lus, tels que Cava, par exemple, j'ai lu Córdoba, j'ai lu Catamarca, j'ai lu Salta, j'ai lu Tucumán, bon, mon propre programme aussi. Alors, grosso modo, en général, la formation du professeur se divise en 3 axes. C'est-à-dire, nous, en tant que professeurs de français, nous devons suivre une formation générale pédagogique. Cela englobe
la pratique pédagogique, la didactique. Moi, j'ai mis didactique au pluriel parce que bon, vous connaissez bien la didactique générale, la didactique spécifique. Et après, nous suivons aussi une formation spécifique, c'est-à-dire la formation en psychologie, n'est-ce pas? Et que cela nous mène selon différents publics, non? En fait, qui en réalité est associé aussi, et qu'on va voir, au profil de ce futur professeur. Et finalement, la numéro 3, que c'est la formation orientée. Ça, c'est la formation qu'en réalité, moi, je vais cibler aujourd'hui parce que justement, c'est l'étude de la langue française. C'est notre objet d'étude particulièrement. Et c'est ça le lien que je vais tisser particulièrement avec les diplômes d'ELF-DALF. Et il faut remarquer aussi qu'en réalité, comme dans les petites réunions avec Diego, moi je lui disais, oui, il ne faut pas oublier qu'en tant que spécialiste d'une langue, c'est-à-dire spécialiste d'une discipline, nous sommes aussi enseignants. Voilà pourquoi que les autres axes sont importants et que moi je ne voulais pas m'en passer. Alors, justement, la formation orientée, notre objet d'étude de la première à la quatrième année, comme a très bien dit Diane, c'était la langue française. Mais la langue française en tant qu'objet d'étude se dégage aussi dans différentes chaires. Par exemple, langue française 1, 2, 3 et 4, grammaire 1, 2 dans mon cas, phonétique, phonologie française, littérature française. Il y a d'autres matières aussi comme études sociales, analyse du discours, par exemple, que tout cela, ces chaires sont animées en langue cible. Et donc, moi, ce que je réfléchis à partir de la lecture des programmes, c'était bon, voilà, nous avons en commun ce chemin spécifique, ce chemin orienté vers notre objet d'étude. Qu'est-ce qu'on développe? Quels sont en réalité, pour ainsi dire, sur quoi est-ce qu'on va centrer notre formation? Sur des savoirs, évidemment, sur des connaissances, sur des savoir-faire, sur des savoir-être. Et donc, notre formation initiale est composée de tout ça, n'est-ce pas? Alors, les savoirs, et moi, j'ai généralisé, parce que sinon, disons, ça va être éternel un petit peu. Moi, j'ai fait, si vous voulez, j'ai essayé de retenir ce qui me rendait des services à cette présentation. Les savoirs linguistiques, phonétiques, discursifs, épistémologiques, didactiques, les savoir-faire. Donc, cela veut dire, par exemple, interagir, répondre, plus ou moins les actes de parole. Après, j'ai pensé, voilà, oui, mais nous, en tant que formateurs, on ne peut pas séparer la langue de la culture. C'est langue-culture. Et donc, là, c'est là qui entre les savoir-être, tout ce qui se chevauche justement, la linguistique et la culturelle, là, s'entrecroissent dans notre formation tout le temps, parce que la langue est le moyen et l'objet en même temps. Et voilà, regarde Yann, moi, justement, en lisant, en cherchant, je ne savais pas, en fait, je ne me rappelais pas que toi, tu étais le prof de Prácticas del Lenguaje 4. Et moi, j'ai cherché, donc je dis, ah voilà, ici, ça se reflète les savoirs et les savoir-faire, les savoir-être. Et donc, ça, je l'ai extrait du design curriculaire de l'Instituto de Lenguas Vivas. Et moi, je dis, ici, ça reflète très bien, grosso modo. Ça, c'était design curriculaire. Ce n'est pas la planification de la chaire, non? Alors, les contenus, ça, ce sont les contenus qu'en réalité, dans la chaire, on devrait aborder. Je vais utiliser, vous allez voir que je vais utiliser tout le temps les conditionnels. Parce qu'après, si vous voulez, on peut en discuter. Voilà. Mais je vais utiliser les conditionnels parce que ce n'est pas condition sine qua non, je vais dire comme ça, que c'est là on va arriver ou que c'est là les professeurs qui en réalité l'animateur de la chaire va choisir tel ou tel contenu. D'accord? Et voilà.
donc, moi, je réfléchis et après avoir lu tous ces diseños curriculares des provinces, et moi, j'ai conclu, en réalité, moi, j'ai vu, et notamment, j'ai bien aimé aussi les diseños, les programmes de Salta. C'était très intéressant. Mais voilà, j'ai choisi justement comment aboutir à cette formation, c'est-à-dire on va finir, on va obtenir, on va valider ce chemin, ce parcours formatif avec un diplôme. Et ce diplôme qui est reconnu par notre ministère, par exemple notre diplôme à Santa Fe, l'étudiant, c'est-à-dire le professeur diplômé de l'Instituto Almirante Guillermo Brown, va répondre ou sinon va avoir un profil, va obtenir un profil, va pouvoir développer un profil comme professionnel évidemment, et il va être capable de. Et c'est là, je réfléchis maintenant à partir de l'intervention de la collègue, et quand il a dit, la collègue, je ne me rappelle plus son prénom, elle a dit les diplômes internationaux reflètent le je sais. Et je crois que les diplômes internationaux reflètent le je peux. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en réalité, je suis absolument d'accord avec le fait de l'auto-évaluation. L'auto-évaluation, ça va être pour moi la clé ici pour savoir justement quels sont nos acquis, quelles sont nos connaissances, nos savoir-faire, nos savoir-être, qu'en réalité, nous les développons, nous les bâtissons à partir de la formation des formateurs dans un institut, soit dans un institut, soit dans une université. Moi, j'ai extrait, parce que ça, c'est un document officiel, c'est pour cela que je n'ai pas fait la traduction, mais voilà. En réalité, ici, ce n'est pas seulement le fait de démontrer le côté disciplinaire. Le diplôme de professeur de français englobe les 3 axes que moi j'ai mentionnés au commencement. Donc, la question, c'était quel niveau? Et voilà, je reviens à l'appréciation, à la réflexion de la collègue. Quel niveau? Parce qu'en réalité, le diplôme de professeur de français ne reflète pas un niveau, reflète un profil, et reflète des compétences, des savoir-faire en tant que professeur. Et donc là, c'est sur ce point, en réalité, que moi, j'ai commencé à, si vous voulez, construire cette passerelle. Moi, j'ai mis B2, C1, et vous allez voir pourquoi. Parce que ma réflexion, c'était notamment sur les plans de la chaire, la planification, la célèbre planification annuelle des matières. Et moi, j'ai choisi de mon professorat, et spécifiquement langue française 3. Et donc là, j'ai révisé et j'ai vu en réalité que les professeurs de cette chaire élaborent de l'énonciation, élaborent de l'organisation lexicale, la cohésion lexicale, le genre discursif à l'écrit, les comptes, résumés, critiques, lettres de motivation, à l'oral, l'entretien, actes de parole divers. Désolée, moi j'ai fait ici, j'ai coupé le plan de classe parce que c'était une grande quantité de contenu. Et en réalité, je voulais juste cibler ce qui allait justement me répondre à ma pensée, à ma réflexion sur cette passerelle, non? Et donc, je dis, voilà, langue française 3 aborde ce type de genre discursif. J'imagine qu'à partir voilà, de tout ce qui est document authentique, document et compréhension écrite, compréhension orale. Voilà, moi, j'ai essayé, si vous voulez, de faire un petit choix comme ça, de couper, parce que sinon, ça, voilà, ça va être indéfini. Et puis, j'ai choisi aussi langue 4. Langue 4, dans mon institut, et les professeurs abordent le genre du discours, l'argumentation. Voilà, c'est en espagnol parce que le prof m'a passé son plan comme ça et je n'ai pas eu le temps de le traduire, mais voilà, de toute façon, on arrive quand même. C'est divisé par unidades, par unité,
les profs m'ont expliqué un petit peu comment ils travaillent. Moi, je ne vais pas entrer en détail, mais voilà, quels sont les genres, par exemple, qu'on développe pendant l'année en langue 4. Et voilà, si on voit, nous avons ici l'argumentation et la synthèse. Quand j'ai vu ça, quand j'ai analysé ça, je dis, voilà, maintenant j'ai ici la passerelle. Maintenant, j'ai découvert ici la passerelle. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que maintenant, je comprends. Je comprends qu'en réalité, ou on peut comprendre qu'en réalité, si je fais l'auto-évaluation, si je fais le rapport avec la grille d'auto-évaluation d'ELF-DALF, et si on dit, par exemple, qu'est-ce que je peux faire? Et pardon, c'est trop petit, mais si vous me permettez, je vais arrêter de partager ça et je partage donc le document authentique de la grille. Voilà. Donc, si nous faisons l'auto-évaluation, si nous disons, bon voilà, je peux, et voilà, c'est pour cela que je disais, plus que j'essaie, je veux dire je peux. Je suis capable de, je peux comprendre des conférences, je peux comprendre un long discours, par exemple, par rapport à la compréhension orale, par rapport à la compréhension écrite. Je peux lire des articles, je peux comprendre des textes. Voilà, je peux communiquer avec un degré de spontanéité, je peux m'exprimer spontanément. Je peux m'exprimer de façon claire, je peux présenter des descriptions claires, je peux écrire des textes clairs, je peux m'exprimer dans un texte clair, bien structuré. Donc, si par exemple, le futur professeur de français en 4e année lit ça, on fait l'auto-évaluation. Alors, est-ce que cette passerelle est possible? Est-ce que je peux réfléchir justement sur ma formation au professorado et la passation de l'examen d'ELF-DALF? Alors, si on aboutit à l'année, c'est-à-dire la fin de l'année, avec ces je peux répondu positivement, on peut passer un DELF-DALF, par exemple B2, C1, parce que justement, ce sont les genres discursifs qu'on aborde ou qu'on aborderait, j'utilise les conditionnels en 4e année. Et pour finir, désolé avec mon exposition, alors juste, je vais vous partager aussi le dernier document. Et ça, c'était après la lecture du site, si vous voulez, vous pouvez les trouver aussi sur le site de l'Éducation nationale. Et quand on aborde les examens internationaux, il y a une proposition d'articulation avec les examens de langue, c'est-à-dire entre les examens de langue et les CESR. Et donc, moi, je réfléchis là-dessus et voilà, je me suis dit, OK, et si par exemple, on va justement parier sur cette internationalisation de l'enseignement, peut-être nous, les instituts formateurs, les universités, nous pouvons réfléchir, nous pouvons justement voir comment articuler, faire une bonne articulation pour permettre aux étudiants de mener à bien, par exemple, une validation d'un examen d'ALF B2, C1, pourquoi pas C2, mais selon ma lecture, voilà, j'ai quelques réserves, disons. Mais bon, voilà, ça c'était les chapitres conseillés, par exemple, pour faire possible cette articulation entre les programmes ministériels et le CSR. Et bon, voilà, ça c'était tout. Et merci pour votre attention et je passe le relais à Piero. Bon, et pardon, alors, parce que... pardon. Voilà. Et tout le monde m'entend? Oui. Et d'abord, alors, je vais reprendre un tout petit peu quelques mots, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des allocutions, c'est-à-dire des petits laus de tout le monde, c'est-à-dire, moi, je vais dire que j'appartiens à la communauté delphienne et dalphienne.
Pourquoi? Parce que je suis un delphien, un aldaphien à outrance. J'ai toujours défendu le DELF, le DALF, et depuis 1993, justement. À ce moment-là, moi, j'étais concepteur aussi de ancien, mais très ancien dispositif, n'est-ce pas? Et notamment, messieurs, je crois, je ne me rappelle pas très bien le nom de famille, n'est-ce pas, mais Lionel, lui, il a dit un mot qui m'est venu au moment de la préparation, justement, parce que mon intervention va porter plutôt sur le côté pragmatique, c'est-à-dire sur le côté pratique, n'est-ce pas? Et Lionel a employé un mot, le mot défi. C'est un défi, c'est ce mot-là qui m'intéresse beaucoup. Justement, moi, je me suis posé la question à plusieurs reprises, moi, en tant qu'enseignant, et parce que lors de la dernière habilitation, au mois de février 2020, il y a ma formatrice qui nous a posé comme ça à brûle-pourpoint, nous a posé une question, nous a dit, vous avez quel niveau du DELF et du DALF? Et là, personne ne répondait. Et à vrai dire, il y avait tous mes collègues, etc. Et tout le monde, bien sûr, disait, je suis prof, j'ai un niveau C1, C2, etc. Mais moi, je ne sais pas. Voilà pourquoi que moi, je trouve très intéressant la proposition, et ça veut dire, et cette proposition, et moi, je dirais quand même, parce que c'est les moments opportuns maintenant, de pouvoir profiter les futurs profs et les profs qui travaillent, disons, en tant que profs aussi, de pouvoir profiter de cette possibilité de passer ces examens-là, qu'en définitive sont des évaluations et des auto-évaluations pour ce faire. Là, j'ai mis, disons, alors du CIEP, l'ancien CIEP, parce qu'aujourd'hui, ça s'appelle autrement, la segmentation, naturellement, et cet homme-là, ça m'a inspiré un tout petit peu comment il y a ces marches-là, et pour arriver, disons, au niveau B2, C1, C2. Pourquoi je dis le niveau B2? Parce que moi, je crois que les futurs candidats des professorados, et justement, c'est Roti, parce que quand on était en train de préparer, ça veut dire cette intervention, et j'ai appris pas mal de choses, des professeurs d'aujourd'hui, les curricula, etc. Et moi, je crois que entre troisième et quatrième année des professorats, idéalisons un tout petit peu ces élèves-là, naturellement, qui peuvent décrocher les diplômes au bout des 4 ans, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a d'autres, ça veut dire qu'ils prenaient beaucoup plus de temps. Mais c'est l'idéal, ça veut dire qu'en apprenant des professorats, ça veut dire troisième et quatrième année, sont à mesure de passer le B2 les yeux fermés. Moi, je crois qu'il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que à en croire les contenus, et justement, quand j'ai lu les contenus des matières des professorats et troisième et quatrième année, c'est-à-dire que, bon, alors, sans aucune hésitation, vous êtes tout à fait entraîné à l'exercice de l'argumentation, à l'exercice je suppose que des écoutes, ça veut dire au niveau de la compréhension, etc. Moi, je dis que toujours le B2, c'est un entraînement au niveau supérieur C1, C2. Pourquoi? Parce que déjà, les 4 compétences que je vais vous montrer et tout à l'heure, tout tourne. Moi, je me rappelle très bien, ça veut dire qu'il y a longtemps, j'ai dû lire, pas à part entière naturellement, mais le bouquin Le Rouge du cadre européen. Et vous savez très bien que nous, en tant que prof FLE, moi, je fais du FLE depuis quelques temps. Mais vous voyez très bien que ces fleux-là tournent autour de la perspective actionnelle. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a nos apprenants, c'est-à-dire qui deviennent des acteurs sociaux, etc. Mais nous aussi, nous devenons des acteurs sociaux. Pourquoi? Parce que, en définitive, à plusieurs reprises, moi, j'ai dû faire face à des situations de la vie quotidienne en France, etc. Et moi, je me suis servi de quelques stratégies, alors que moi, j'ai en tant qu'enseignant, et qui m'ont permis, bien sûr, le fait d'enseigner, c'est-à-dire au fil des ans, je me suis rendu compte que le fait d'enseigner et faire du FLE et vraiment être tout à fait actionnel, moi j'ai pu comprendre quand même quel est l'avantage de pouvoir faire passer ces compétences et ces savoir-faire à nos apprenants. Bien sûr que les activités langagières les plus importantes, vous voyez très bien que à chaque fois que j'ai fait une formation auprès de mes collègues, il y a des collègues qui disent « Ah oui, je suis plus performant et je suis plus fort dans les domaines oral, ça veut dire mon oralité est extraordinaire, etc. » Mais attention, quand on travaille, ça veut dire quand on travaille au bout d'un certain temps, vous voyez très bien que notre langue s'érode parce qu'à entendre parler nos apprenants, etc., et même dans les collèges,
alors parfois ou dans les lycées, etc., vous voyez très bien qu'il y a une langue qui commence à s'éroder petit à petit. Voilà pourquoi que c'est un défi, c'est-à-dire le fait moi, je dirais quand même, c'est comme une espèce de challenge que je dis toujours, et au moment de faire face à ces évaluations. Je ne les appelle pas examens parce que le mot examen, ça fait un peu peur, surtout je connais la mentalité argentine, le mot examen, ça fait un peu peur, mais moi, je dis que c'est une évaluation et une autre évaluation qui va nous permettre de pouvoir retransmettre et refiler toutes ces connaissances et tous ces savoir-faire acquis. Voilà les 4 activités langagières les plus importantes à retenir, la réception, la production, l'interaction et la médiation. Et j'insiste sur un point déterminé, c'est-à-dire que pour les niveaux, nous sommes des utilisateurs aussi, mais pour les niveaux B, moi, je classe toujours non seulement les étudiants, mais je classe aussi mes collègues, alors, etc. Moi aussi. Alors, je ne sais pas si je pourrais rentrer dans la case C1, C2, etc. Mais moi, je dis qu'au niveau B, déjà, on est indépendant. Et vous allez voir quelles sont les caractéristiques et les mots-clés les plus importants pour pouvoir, disons, arriver à ce niveau-là. Le niveau C1 autonome, C2 maîtrise, mais attention, quand on dit maîtrise, ça ne veut pas dire que ce soit maîtrise l'équivalent d'un master. Hein. Pas du tout, loin de là. C'est une maîtrise, soi-disant, au niveau de la langue. Chose à discuter, comme a dit Caroline tout au début. Et il y a beaucoup de choses à discuter par rapport au contenu de ces examens, alors, etc. Mais c'est quand même, ça veut dire que quand on a un niveau C2, et vraiment, on parle je dirais entre guillemets non, parce que les cadres prêchent l'idée de dire oui, on parle comme un natif. Non, c'est pas vrai parce que jamais on va parler comme un natif, bien sûr. Alors, et toujours, il y a des petites bévues ou des petits oublis, etc. Mais quand même, on fait de tout notre mieux, naturellement, pour avoir un niveau des langues adéquat. Et il y a Rotti qui a parlé des savoirs et je suis tout à fait d'accord avec ce que Christine et Rotti, alors toutes deux ont dit, c'est-à-dire qu'il y a à mon époque, ça s'appelait le I can do, c'est-à-dire on disait tout le temps en anglais, le je peux, et qu'est-ce que nous pouvons, nous, en tant qu'enseignants aussi. Moi-même, je me suis posé la question que je ne sais pas, et j'ai commencé en 93, et puis après en 2005, il y a eu un autre dispositif aussi du DELF, du DAF, etc. Et moi, j'ai toujours été examinateur, correcteur, et depuis quelques temps, habilitateur aussi des collègues. Mais surtout, une chose, moi, je me suis dit, je ne suis pas honnête du tout. Et voilà pourquoi que je me suis dit, il faut que je suive coûte que coûte une formation au niveau de l'écrit. Parce que quand je vois et je revois les écrits que je faisais à l'époque où j'étudiais, et puis après, alors ça a commencé, disons, mon écriture et mon expressivité a commencé à dégringoler. Moi, je me suis dit, je ne peux pas être malhonnête. Disons, alors il faut une formation quand même costaude, disons, pour le travail, bien sûr, de l'écrit, plus que de l'oral. Voilà les caractéristiques les plus importantes des compétences et qu'il faut, je dirais qu'il faudrait acquérir, mais qu'on les a, parce que je crois qu'à l'issue des professorats, on a les compétences des savoirs, les savoirs qu'on a, non vécus. Ça dépend de chaque individu. Les savoir-faire, là, il y a, et moi, naturellement, j'ai pioché un tout petit peu sur mes matos, disons, du CIEP, mais le savoir-faire, vous savez très bien que je vais vous montrer quels sont les savoir-faire pour B2, pour C1 et pour C2. Le savoir-être est quelque chose de très important parce qu'il y a Roth qui a parlé du culturel, de l'interculturel, et ça va être hyper important non seulement depuis, moi je dirais le 1-1, alors, quand on répond et il y a une lettre ou la réponse, disons, une invitation, etc., parce qu'il y a des choses qui relèvent et qui participent vraiment du quotidien français, en définitive. Et pas, ça veut dire que le savoir-être, c'est un tout petit peu délicat, et surtout quand j'explique la lettre formelle que je vais vous montrer tout à l'heure, et disons aussi, je crois qu'il y a tout un rituel
que peut-être, ça veut dire alors nous ne respectons pas du tout. Les savoirs apprendre, ça veut dire que ça c'est quelque chose de très intéressant en tant que aussi, non seulement apprenant, mais en tant qu'enseignant. Comment découvrir. Moi, je dis toujours que voilà pourquoi il y a deux mots qui m'intéressent sur les plans de l'apprentissage et de l'enseignement du FLE. Il y a l'idée de la déduction et de l'induction aussi. Voilà pour les B2. Alors, le I can do que j'ai pu emprunter, c'est-à-dire du cadre, peut comprendre les contenus essentiels. Regardez quelques mots-clés. Je ne vais pas tout lire, parce que puis après, il y a Caroline qui va vous rerouter, c'est-à-dire le matériel, et si tu es d'accord, Caroline, peut communiquer les contenus essentiels. Regardez les mots de spontanéité pour le B2, et surtout au niveau de l'expressivité, c'est-à-dire l'expression d'une manière claire et détaillée, et surtout exposer quoi? Les avantages et les inconvénients. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire le travail de laisser argumenter. Pour ce qui est du C1, déjà, et vous voyez qu'il y a une grande gamme. Déjà, ça commence à s'élargir un tout petit peu. Il y a l'idée de la spontanéité. On parle couramment, sans trop apparemment chercher les mots. Vous savez très bien qu'il y a, il y a pas mal de profs, c'est-à-dire qui peuvent aussi des profs, des gens, et même des natifs, naturellement, qui peuvent dire, ou la gestuelle, alors, etc., et pour chercher les mots. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est utiliser la langue dans quelques domaines. Une chose que je voulais vous dire, entre guillemets, c'est-à-dire que quand on parle des domaines, vous savez très bien que les nouveaux dispositifs ont complètement éliminé pour le C1 et le C2 les domaines. C'est-à-dire à une époque, il y avait les domaines sciences sociales et sciences. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas de domaine. C'est-à-dire que les thèmes sont généraux. Au niveau du C1, pour l'expression, les sujets sont plus complexes. Et là, il y a au niveau de l'organisation, l'articulation et la cohésion. Moi, je crois que les élèves des professorados et nous aussi, en tant que profs, nous avons étudié l'analyse du discours. Vous vous rappelez très bien qu'à une époque, il fallait étudier et quelle était la différence qu'il y avait entre la cohérence, la cohésion, la connexité, alors, etc. Mais ça, c'est un travail très intéressant parce que le fait de rentrer, excusez-moi le mot que je vais employer, dans les entrailles du DELF et du DALF, pour nous, ça va nous faciliter le fait de faire passer alors, ces contenus-là au niveau de l'argumentation, chose qui n'est pas du tout évidente à faire passer non plus. Voilà pourquoi c'est très intéressant que nous ayons vraiment conscience de l'importance de la passation de ces examens-là, n'est-ce pas? Et pour le C2, regardez qu'il y a un mot que j'ai mis là, sans effort. C'est-à-dire que pour les C2, bon, alors il y a Yann qui va parler, que lui, il va passer. Lui, il parle sans effort, pratiquement tout ce qu'il dit, alors, etc. Parce que les 4 compétences les plus importantes, vous voyez très bien il peut restituer des arguments à l'écrit, à l'oral, alors, etc., parler couramment et travailler les nuances de la langue. C'est ce qui est très intéressant. Bien sûr, mes chers tous, pour ce faire, et après je vais vous donner quelques conseils parce que moi je trouve quand même que pour le C1 et les C2, ce qui compte le plus, c'est aussi ce niveau-là que nous avons étudié au professorat. Et puis après, c'est une information complètement continue et personnelle au niveau culturel, civilisationnel, littéraire, alors, etc. Parce que ça compte énormément, notamment pour l'exposé oral. Pour la production écrite générale, le B2, les textes doivent être clairs et détaillés. Le C1 structuré, très structuré sur des sujets complexes. Vous savez très bien que il y a pour le C1 deux savoir-faire très importants, la synthèse et l'essai argumenté. Vous allez vous poser la question, mais comment un B2, il y a un essai argumenté ainsi qu'un C1? Mais c'est à un niveau un peu plus poussé parce que le domaine de la connexité, il faut les travailler davantage. Et ça, c'est hyper enrichissant, non seulement pour nous, mais aussi pour faire passer à nos étudiants. Pourquoi? Parce qu'on apprend tous ces connecteurs-là qu'on exige et pour ne pas employer tout le temps, c'est une chose naturellement qui m'agace. Et quand il y a
il y a des gens qui emploient tout le temps en fait, du coup, en fait, du coup, en fait, du coup. Je ne peux pas tolérer une chose pareille. Moi, je crois qu'il y a des milliers et des milliers de connecteurs alors qui sont hyper importants. Je crois qu'il faut enrichir cette belle langue qu'est le français. Pour les C2, oui. Là, il n'y a pas bon, je dirais que la structure, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, devrait, je vais employer aussi les conditionnels, devrait être presque, je dirais, et parfaite. L'orthographe, bon, alors je ne vais pas insister, je ne vais pas lire alors tout le temps, mais pour l'orthographe, vous voyez très bien que l'orthographe en B2 peut subir l'influence de la langue maternelle. Tandis que pour le C1, c'est ce qui compte, c'est la mise en page, les paragraphes, l'orthographe est exact, à l'exception de quelques lapsus, et le CD, les écrits sont sans faute d'orthographe. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire, mes chers collègues? Il faut lire beaucoup, beaucoup. Il faut lire et pas lire seulement sur les plans de la didactique ou de la pédagogie. Il faut lire en dehors de ça. Il faut lire, il faut rentrer dans les domaines littéraires. Voilà, ça, vous allez les recevoir, puis après, vous allez les lire. Les caractéristiques les plus importantes du B2, c'est capacité à argumenter, converser sans effort, prendre conscience de quelques erreurs, parce que tout le monde en a, bien sûr. C1, aisance, efficacité, et le C2, maîtrise, essence et précision dans tous les domaines. Je vais vous dire que pour les systèmes phonologiques, j'insiste beaucoup sur les systèmes phonologiques. Vous voyez qu'il y a un item très important, c'est-à-dire il faut travailler là-dessus, mais au professorat, je crois que alors, on est martelé tout le temps par les profs de phonétique, alors, etc., le E, les différents E, alors, etc., le etc. Mais moi, je crois que le B2, la prononciation doit être avec une intonation et surtout une intonation claire et naturelle. Mais pour le C1, ainsi que pour le C2, bon, on peut varier l'intonation et placer l'accent phrastique. Moi, il faut, nous, en tant que... Il faut théâtraliser un tout petit peu, parce qu'en définitive, nous imitons la manière dont les natifs parlent. Et à vrai dire, vous voyez qu'il y a la bouche comme ça, l'expression, la gestuelle, alors, etc. Mais pour les C1 et C2, et notamment pour les C2, parce que j'ai été examinateur C2, moi, je vous dis que c'est l'intonation et la prononciation, surtout, je dis la prosodie plutôt, la prosodie et la phonologie qui embrasse beaucoup d'aspects, c'est hyper important. Voilà pourquoi que vous voyez très bien, là, je ne sais pas si vous pouvez lire, et les 4 compétences au niveau de la production orale pour les B2, vous voyez, il y a la présentation défense d'un point de vue à partir d'un texte. Pour la production écrite, l'argumenter, c'est-à-dire laisser argumenter. Pour la compréhension de l'écrit, il y a des réponses à des questionnaires de compréhension portant sur 2 documents. Que ce soit des documents radiophoniques, alors, etc., ou des documents, naturellement, qui sont tout à fait authentiques, n'est-ce pas? Et pour la compréhension, la compréhension de l'écrit, c'est des documents tout à fait authentiques. Pour la compréhension de l'oral, bon, vous voyez que c'est réponse à des questions de compréhension. Et là, oui, moi, je travaille beaucoup avec la radio, alors, etc., parce que moi, je crois que c'est un très bon exercice. S'écarter un petit peu des enregistrements qu'il y a dans les bouquins, alors, etc., et de rentrer comme ça, c'est-à-dire de plein fouet dans les domaines, bien sûr, de la radio, la télévision, etc. Pour les niveaux, là, vous voyez très bien pour les niveaux C1, là, il y a, je n'aurai pas le temps de tout projeter, malheureusement, parce que j'ai préparé beaucoup de choses. Je voulais quand même alors vous donner un panorama beaucoup plus clair, mais si vous voulez, par le biais des Carolines, et c'est-à-dire, vous pouvez me contacter, je peux vous faire parvenir aussi quelques travaux que j'ai fait en tandem. Je travaille toujours en binôme avec une collègue, malheureusement, qui n'est plus en Argentine. Mais nous avons travaillé ensemble pour des formations C1, C2, surtout. Au niveau de la production de l'oral, là, oui, il y a un travail très intéressant que nous avons fait au niveau de la production de l'oral, l'exposé à partir de plusieurs documents écrits. Et moi, je veux dire que nous sommes arrivés à la conclusion qu'un exposé oral, c'est une argumentation à l'oral.
Ça veut dire qu'il y a l'argumentation à l'écrit et c'est une argumentation à l'oral. Où il y a, vous voyez, comment dégager la problématique, l'introduction, le développement, une conclusion tout à fait appropriée et tout et tout. Au niveau de la production de l'écrit, un travail aussi très, très intéressant, que pour moi c'est un défi en tant que formateur. Et moi je crois que c'est un défi aussi parce que quand je corrige une synthèse, c'est moi qui en fais une en amont avant de corriger la synthèse, c'est-à-dire d'un étudiant, d'un candidat qui s'est présenté, disons, au C1. Laisser argumenter à un niveau plus poussé que celui de B2, la compréhension de l'écrit. Je crois qu'en C1, je crois que quel que soit le texte, bon, il y a des textes techniques qu'on ne peut pas comprendre, mais il y a des textes qu'on comprend, les yeux fermés, 95-98% du contenu du texte, naturellement. Compréhension de l'oral, là oui, c'est des documents plus longs et il y a des conférences, des entretiens, des cours, alors, etc. Et surtout des docs radiofusés. C'est-à-dire que les CERN préparent, c'est comme une préparation au C2, parce qu'il y a un document justement radiophonique. Pour le C2, la compréhension et la production de l'oral, il y a le compte rendu du contenu d'un document sonore, et très poussé, je vous dis, développement personnel à partir de la problématique, un travail que nous avons fait aussi avec la collègue qui est au Mexique aujourd'hui, les débats avec les jurys, C2, vous parlez comme père et mère, quoi, à peu près. Compréhension et productions écrites et production d'un texte est structuré à partir d'un dossier. Et c'est-à-dire, regardez le nombre de mots, 2000 mots, chose qui est hyper importante. Et voilà, et je crois que je n'aurais pas beaucoup, oh mon Dieu, alors je croyais qu'il allait y avoir la possibilité d'échanger quelques mots parce que je voulais vous montrer seulement une toute petite chose, mais je n'aurai pas le temps, malheureusement. Et encore quelques minutes, Diego. Allez, adelante. Oui, non, c'était très comique parce qu'il y a un ancien formateur qui nous a envoyé comme ça veut dire, Roxane a suivi la formation avec moi aussi. Et pour moi, c'est très comique parce que c'est le DELF en rime, ça veut dire comme une poésie. Et Madame A1 se présente et achète. Madame A2 raconte et organise une fête. Madame B1 rêve et se débrouille en voyage. Madame B2 se plaint, donne inconvénients et avantages. Madame C1 s'adapte à ses destinataires et fait des synthèses. Et Madame C2 fait tout presque comme les natifs, en amont, elle est à l'aise. Et voilà que moi, je trouvais quand même, c'est-à-dire en train de jouer un petit peu très important. Et c'est que je voulais vous montrer, parce qu'on n'aura pas le temps, mais au moins on pourrait, je ne sais pas, en 3 ou 4 minutes échanger quelques mots, parce que j'aimerais bien vous faire parvenir aussi un travail que nous avons fait avec mes collègues concernant l'essai argumenté, la synthèse et l'argumentation à l'oral. Et si Caroline est tout à fait d'accord, je vais envoyer le matos à Caroline et Caroline va le rerouter. Et surtout pour moi, le plus important, c'est pour les boursiers qui vont passer bientôt, c'est-à-dire sous peu, au mois de décembre, le C1 et le C2. Et compte là-dessus, Diego. Compte là-dessus, je le ferai suivre. D'accord. Et de toute façon, je vous dis qu'il y a pas mal de choses, il y a d'autres choses à vous faire passer, mais bon, alors, je n'ai pas eu beaucoup de temps. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions. Et je ne sais pas si la question, j'ai répondu un tout petit peu. Une question que j'ai lue il y a quelques minutes, justement sur le chat, c'était la différence entre C1 et C2. Et je crois que vous l'avez, au moins vous avez compris, c'est-à-dire ce que c'est que cette différence-là. Et moi, je crois que pour un prof qui travaille en tant que prof aujourd'hui et qui est diplômé, etc., un C1, un C2, c'est un défi extraordinaire. Donc, je vous dis que tout ce qui relève de les actes des paroles, les jeux de rôle, que ça, que l'autre, les savoir-faire, ça date, bien sûr, moi, je peux en témoigner parce que, bon, alors j'ai eu un parcours quand même assez long, un chemin trop long, mais ça date de l'époque, moi, j'ai commencé à faire du FLE à partir de Janine Courtillon.
Et je ne sais pas si vous étudiez au professorat Janine Courtillon, mais Janine Courtillon a été celle qui m'a donné la possibilité de pouvoir faire du FLE, parce que j'ai commencé à travailler en tant que prof à l'époque où il fallait répéter comme des perroquets. Et exactement. Alors, donc, du FLE, ça a été dans les années 80, 80 et quelques, et vous voyez que ça a été splendide. C'est-à-dire, le manuel, pour moi, la Bible du FLE, ça a été Archipel. Et donc, vous voyez, tout le monde dit oui de la tête, mais peut-être les jeunes ne méconnaissent complètement ça. Et je crois qu'au professorat, quand on fait tout le parcours des méthodologies et aussi l'historique des manuels et les différents courants, moi, je crois que ce qui est très important, c'est travailler à partir du notionnel. Et qu'est-ce que c'est les notionnels? C'est les niveaux seuil à l'époque, bien sûr, etc., mais les notionnels. C'est-à-dire, rien n'a été tout à fait créé, ça a été recréé. Parce que le notionnel est devenu, c'est ce qu'on appelle les actes de parole aujourd'hui. Voilà pourquoi, mes chers collègues, et je suis hyper ravi et très content que vous ayez le courage, et surtout les futurs collègues. Ce n'est pas du tout une espèce de, comment pourrais-je vous dire, là, c'est l'internationalisation, tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas une question de dire ça va être un examen pour savoir si je sais ou je ne sais pas. Non, c'est-à-dire que c'est un défi personnel pour savoir si on est capable de franchir ces petits écueils que nous avons de temps en temps au niveau de quelques savoir-faire qui ne sont pas du tout évidents pour nous en tant que... Parce que c'est culturel, en définitive. C'est tout à fait culturel. Vous savez que la scolarité argentine, dans la scolarité argentine, le côté de rédactionnel n'est pas tout à fait à la hauteur. J'ai appris à rédiger quand j'ai commencé à étudier le français. Merci. Ça y est, je crois que c'est... Merci beaucoup, Diego. Mais on a tenu les temps. Il est 20h33. Alors, félicitations. Finalement, on avait pris du retard sur la première partie, mais vous avez réussi à récupérer le temps perdu au départ. Je fais juste une remarque parce que je vois que Roxana nous dit qu'on a fêté les 60 ans du FLE. Et je tiens à vous dire qu'on va fêter les 30 ans du DELF DALF 2023. Oui, c'est ça. Oui. En Argentine, hein, le DELF DALF en Argentine. Donc, on a une date et une célébration en commun à préparer ensemble. Donc, voilà. Moi, je voulais alors vous remercier bien évidemment pour tout ce partage. Ça a été très riche, très intéressant. Moi aussi, j'ai beaucoup appris de ce que vous avez partagé avec nous. Donc, un grand merci. Bien évidemment, je partagerai les présentations, les supports, la documentation de Roxana et Diego, donc à ceux qui ont laissé leur mail dans le chat et bien évidemment aux boursiers qui vont passer le DELF et le DALF donc à la fin de l'année. Et je voulais simplement en profiter pour vous rappeler demain, et là je partage mon écran, comme ça vous aurez tout l'écran. Donc nous avons la dernière rencontre avec la maison d'édition PUG à 10h. Donc, je vous invite cordialement puisque là, on va aborder notamment les niveaux C1 et C2. Donc, il y aura le niveau A1 tout public qui vous intéresse un petit peu moins, mais il y aura les niveaux avancés. Donc, si vous pouvez vous connecter, eh bien, je pense que ce sera une excellente chose. Les inscriptions sont fermées, mais je vais partager directement dans le chat le lien de connexion. Comme ça, vous pourrez vous connecter demain avec nous à partir de 10h. Et je vous partage ça tout de suite. Je vous laisse le temps, bien évidemment, de le copier-coller ou de cliquer dessus. Voilà. Donc bon, écoutez, cette rencontre touche à sa fin. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'ai pas vu de main levée ou de questions dans le chat. C'est toujours trop court. Alors, on a quelque chose. Diego et Sulma, trabajamos FLE con Mauje Rouge. Non, Oui, avec Sulema Carrega, nous avions déjà fait un travail de fleurs à partir du Mauje Rouge, avant Archipel.
Merci beaucoup, Maria Cristina. Donc, une fois de plus, remercier tout le monde pour votre présence. Il est déjà 20h30, il fait nuit. Donc, merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. De toute façon, on organisera d'autres rencontres autour du DELF et du DALF. Donc, l'internationalisation et cet outil d'internationalisation va être au cœur de nos actions. Donc, on se retrouvera à d'autres moments. Et donc, on a enregistré cette rencontre, hein, je le répète, qui sera diffusée sur la chaîne YouTube de l'Institut français. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à ceux et celles qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt.